était inévitable. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de venir dans ce studio. Alors, nouvelle nuit de frappe, on en parle depuis ce matin dans les journaux sur Europe 1. Nouvelle nuit de frappe entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous dire si on parle de guerre pour l'instant ? Ah oui, bien sûr, c'est une guerre. Vous savez, de toute façon, entre Israël et l'Iran, il y avait une guerre de l'ombre déjà depuis des décennies, oui. À coup de services secrets, si vous voulez. Vous savez, tous les assassinats qu'il y a pu avoir de part et d'autre. Et aujourd'hui, on est dans une guerre qui est une guerre, je dirais, ouverte, très clairement. Je pense qu'elle ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. J'ai pas mal d'informations qui arrivent, bien sûr, d'Iran, mais aussi en fait des États-Unis, en fait de conseillers en fait spécialistes de l'Iran, qui me disent que Trump cherche encore quand même peut-être une issue négociée, diplomatique. La réalité, c'est qu'on voit bien en fait que les bombardements israéliens, frappent des cibles qui vont bien au-delà en fait du nucléaire. Donc, on peut imaginer qu'Israël aujourd'hui est en train, de préparer les conditions d'une chute du régime. Pourquoi pas d'un changement de régime? Encore une fois, je fais pas de prévision, je regarde juste ce qui est en train de se passer. Avec une population iranienne qui, évidemment, potentiellement, ne soutient pas le régime, même si c'était très difficile pour eux d'en parler en tant qu'opposants. Il y a une brèche qui s'ouvre néanmoins, vous pensez ? Oui, je crois qu'il y a une brèche qui est ouverte. Après, c'est assez intéressant ce que vous venez de dire. La population iranienne veut des relations apaisées avec Israël. Les peuples perses et juifs sont deux peuples en fait qui entretiennent des relations, je dirais, depuis 2600 ans. Il y a une affection particulière entre les Iraniens en fait et les Juifs en général, et donc il y a une dichotomie, si vous voulez, entre les sentiments éprouvés par la population iranienne vis-à-vis d'Israël, et évidemment ce régime qui est un régime islamiste de Mollah. Les Iraniens parlent souvent d'ailleurs, en parlant de la République islamique d'Iran, ils disent que c'est un régime d'occupation en réalité, donc ça en dit long. Donc c'est vrai que Israël aujourd'hui peut compter sur un capital, si vous voulez, sympathie à l'intérieur de l'Iran, mais après il faut quand même qu'il y ait les conditions. Je dirais, si le régime venait à chuter, il faut bien qu'il y ait une continuité de l'État qui soit assurée d'une façon ou d'une autre. Il faut bien que les oppositions iraniennes, qui sont quand même relativement nombreuses, arrivent à se mettre autour de la table et à travailler ensemble. Il y a des gens qui sont quand même aujourd'hui, je pense, incontournables. Je pense à Reza Pahlavi notamment, mais pour prendre peut-être la suite. Mais pour le moment, on ne sait pas encore réellement ce qui va se passer, comme je vous le disais, parce que ça dépend aussi de la Maison-Blanche, de Donald Trump, qui a quand même des avis qui sont pour le moins changeants. Oui, et c'est vrai qu'on a vu hier ces images d'une partie de la population à Téhéran danser, être ravi d'avoir vu que le gardien de la révolution, par exemple, avait été, Emmanuel Razavi, tué par les frappes israéliennes. Alors oui, les Israéliens ont tué en fait des très très hauts gradés, ce qu'on appelle des officiers généraux en fait du corps des gardiens de la révolution. Salami, Bagheri. Voilà, absolument, à commencer par leur chef Hossein Salami, évidemment des chefs militaires comme Bagheri. Si vous voulez, en fait, il y a un mélange. Moi, là, en échangeant en fait avec Téhéran, je constate qu'il y a un mélange en fait d'espérance, c'est-à-dire que beaucoup d'Iraniens souhaitent qu'Israël aille jusqu'au bout pour renverser en fait le régime. Et puis, il y a évidemment la peur, c'est-à-dire la peur parce qu'ils ne savent pas du tout ce que la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, veulent faire. Et c'est vrai que c'est assez flou pour le moment. C'est vrai que le monde est sur le qui-vive là pour l'instant. On entend des appels à la désescalade d'un côté. On voit que Donald Trump ce matin encore menace Téhéran de représailles. C'est vrai que là on est un peu dans une situation extrêmement floue. C'est une situation qui est floue, vous avez raison, et c'est une situation qui ouvre à plusieurs scénarios, parce qu'aujourd'hui les options, je dirais purement militaires, de la République islamique d'Iran sont quand même relativement faible. Il y a vraiment une crainte aujourd'hui de voir, par exemple, le détroit d'Ormuz déstabilisé. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit en fait du Golfe Persique par lequel transite, si vous voulez, quasiment 25 à 30% en fait de la production d'hydrocarbures, voilà, à l'échelle mondiale. Donc ça pourrait impacter quand même les économies, je dirais, occidentales durement, en tout cas pour quelques semaines au moins. Il y a évidemment la menace terroriste à laquelle on pense, parce qu'à chaque fois que l'Iran se retrouve affaibli sur la scène internationale en général, elle a des cellules en fait terroristes. La France a connu ça. On a eu plusieurs attentats commandités par les Iraniens il y a des années. Donc tout ça peut se reproduire. Donc évidemment, il y a plein d'inconnus, plein d'inquiétudes. Et je vous cacherai pas que, encore une fois, les Iraniens qui sont à l'intérieur du pays me disent exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios aujourd'hui. Ils espèrent que
les Israéliens iront vraiment jusqu'au bout et qui seront soutenus par les États-Unis. Alors c'est vrai qu'on voit que effectivement il y a eu la chute d'Assad, il y a l'affaiblissement du Hezbollah. Est-ce que ça montre tout ça, que les alliés de l'Iran finalement ne sont pas invincibles, ce qui pourrait effectivement inspirer l'opposition à intensifier des actions, et quels sont ses moyens, quels sont ses leviers? Déjà, je vous remercie de le dire, parce que écoutez, depuis des mois, pour ne pas dire en fait des années, on entend certains experts de l'Iran nous expliquer qu'il faut composer en fait avec ce régime islamiste. Je le rappelle, vous avez parlé du régime de Bachar el-Assad, mais ce qui se passe dans les prisons iraniennes, c'est pas mieux que ce qui se passait dans les prisons de Bachar el-Assad. Ce sont les mêmes méthodes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on sort enfin d'une espèce de fiction qui consistait à nous faire croire que la République islamique d'Iran, et j'insiste, moi je parle bien de République islamique d'Iran et pas d'Iran, parce que ce régime est une parenthèse réellement dans l'histoire en fait de l'Iran. Si vous voulez, aujourd'hui, en fait, on voit bien que c'est un régime qui a des faiblesses structurelles. Je vous rappelle quand même qu'Israël a réussi quand même à décapiter les états-majors de l'armée, de l'aviation, des pasdaran, enfin des gardiens de la Révolution en 48 heures, quand vous voyez que Poutine n'a pas été foutu de faire le tiers de la moitié du quart de ça avec l'Ukraine. Donc, très clairement, ça vous montre bien à quel point le pays est faible. Il y a une chose qui est très importante. L'Iran, aujourd'hui, se trouve quasiment sans eau potable. 2/3 du territoire n'a pas d'eau potable, sans électricité. Il y a de moins en moins d'électricité, énormément en fait de coupures. Et alors que c'est un pays qui est très riche en hydrocarbures, se retrouve aussi avec des problèmes en fait d'approvisionnement. Alors pour faire voler des avions, ça va être compliqué. Et comment vous voyez les prochains jours, les prochaines heures, les prochains mois peut-être? Est-ce qu'on est parti sur un conflit qui va durer très longtemps? Je ne sais pas vous répondre parce que c'est très compliqué. On a l'impression que les Israéliens font tout pour que ça aille très très vite. Oui. Et c'est vrai que quand on voit, la trempe, pardonnez-moi, compris les Iraniens, l'espace de 48 heures, on se dit que ça va aller très très vite. Mais encore une fois, c'est vraiment important que chacun l'entende parce que on ne parle pas. Moi, j'entends différents intervenants. On ne parle pas des oppositions iraniennes. Elles sont existantes, pourtant elles sont très actives. On ne parle pas en fait des C'est important la diaspora iranienne dans le monde. Bien sûr. Alors, et en plus, il y a une partie de la résistance qui est à l'intérieur du pays. Il y en a une autre partie effectivement qui est au sein de la diaspora. Contrairement à une légende urbaine que j'ai entendue sur un plateau du service public, très clairement, la diaspora iranienne communique énormément avec l'intérieur en fait de l'Iran, comme toutes les diasporas qui communiquent avec en général leur pays d'origine. Donc si vous voulez, c'est vraiment aussi ça, c'est inconnu. C'est que vont décider, parce que l'opposition iranienne, les oppositions, je parle des oppositions démocratiques et laïques, à commencer par Reza Pahlavi, ces oppositions, elles ont besoin d'un soutien occidental. Elles peuvent pas agir seules. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même une vraie question. Il y a une deuxième question, qui est évidemment la situation avec les pasdaran, les gardiens de la Révolution. Eh bien, merci beaucoup de votre éclairage, Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien. Je rappelle votre dernier ouvrage, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. C'est aux éditions du CERF et c'est le moment de vous le